tous, je vais commencer. J'ai l'honneur de commencer, donc je vais... Ah oui, je vous laisse. Donc je vais présenter, c'est un peu en 3 parties. Ça va être rapide vu qu'il n'y a que 20 minutes, mais on va peut-être faire a cappella, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc la première partie, en fait, c'était un peu pour décomplexer, comme je viens en tant que gendarme et que l'externalisation, c'est un gros mot. Je voulais faire un historique pour décomplexer, pour dire que tout le monde fait pareil. La deuxième partie, je voulais vous faire peur, et la troisième, je voulais vous rassurer. Donc si j'ai pas le temps, vous aurez peur. Alors, donc en fait, c'est l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, on revient dans les années 90, ça fera plaisir à beaucoup de personnes, dont moi. Avant, un système d'information, c'était super. On avait le web, c'était un peu le paradis en tant qu'admin 6, un pare-feu configuré assez simplement, les mises à jour et le web. Puis après, quand même, c'est devenu un peu plus complexe. Donc, il y avait beaucoup de postes. On a demandé à un infogérant de gérer tout ça. Donc, on a commencé à ouvrir le système d'information. Mais pour laisser finalement un spécialiste, pour qu'un spécialiste puisse intervenir. Après, on a eu une drôle de petite boîte qui s'appelait le téléphone portable. Donc au début, ça servait à téléphoner, on est devenu accro, et après, c'est devenu une partie du système d'information. Donc là aussi, faut bien pouvoir accéder aux ressources d'entreprise. Donc d'une façon ou d'une autre, le terminal est dans le SI, pas dans le SI, à côté, au milieu, on ne sait pas, mais il accède au SI, il accède au système d'information de l'opérateur télécom, et puis bonus, si votre infogérance gère aussi votre flotte mobile, là, ça commence à se compliquer. Et après, on a ce qui est arrivé, le web est devenu un peu plus complexe. Donc on n'a pas eu que des pages, on a commencé à, allez, on va mettre des infrastructures sur le réseau. Comme ça, elles sont mieux gérées. Donc c'est devenu une réalité. On a eu une infrastructure, l'infrastructure et les plateformes en tant que service sont arrivées. Donc ça a permis d'externaliser, ça a permis un gain en sécurité, enfin, selon les acteurs. Et on ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que plutôt que d'installer des logiciels lourds on-premise, on arrive finalement à installer des gros logiciels, des usines à gaz, mais on y accède par le web. Donc le côté usine à gaz est chez le mainteneur, chez l'hébergeur, et nous, on accède à l'applicatif. Donc il vaut mieux être sur l'interface de Salesforce que avoir à le maintenir, mais le résultat est là. Et il ne faut pas oublier que l'ANSSI aime bien envoyer des personnes faire des audits ou avoir des réglementations. Donc il y a des audits à faire, il y a aussi des inspections. On va avoir un certain nombre de personnes. Alors le RGPD fait peur. Donc sur mon LinkedIn, je vois qu'une personne sur 2 dit avez-vous conscience ou peur du RGPD? Venez, dites-moi tout et je vous dirai si c'est bien ou pas. Mais le problème, le gênant, c'est le dites-moi tout. À qui on va dire tout? Parce qu'avant de détailler les détails les plus intimes de son SI, il faut savoir à qui on le dit. Mais c'est devenu nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ouvert le système d'information, mais on l'a ouvert pour de bonnes raisons. Il n'y a pas de mauvaises raisons où on ne peut plus revenir à ce paradis des années 90 où tout était fermé, mais les applications où le métier n'était différent. Donc finalement, on y passe tous, on passe tous à la casserole et il faut bien faire quelque chose. Nous, on ne peut plus se contenter de dire c'est mal d'externaliser et ne faire que du on-premise. C'est anachronique. Alors les menaces, ça c'était pour... voilà, c'est un rappel, mais concrètement, une menace cyber, c'est une menace cyber, mais ça a un impact concret dans le réel, ça a de réalité au niveau métier que par les impacts métiers. Donc que le routeur soit dézingué, ça a provoqué une crise de nerfs à l'admin 6. C'est peut-être rigolo de le voir courir partout. Par contre, là, ce qui est grave et ce qui va inquiéter le management, les opérationnels, directeurs des opérations, etc., c'est l'entrave d'activité ou l'arrêt d'activité, les pertes financières, le fait que le système d'information porte une majorité des processus d'entreprise. On perd du patrimoine aussi, les documents, les recettes, les plans et tout ce qui peut être sensible. Donc, si c'est perdu, c'est perdu. Et puis, les hémorragies financières ou autres, ça peut entraîner la mort, comme les vraies hémorragies. Donc, faillite de l'entreprise. Donc, type de risque, ça aussi, c'est scolaire. J'allais culpabiliser si je ne le faisais pas, mais grosso modo, la perte de confidentialité, donc c'est tout ce qu'on va perdre.
Donc, il y a eu, par exemple, la confidentialité peut être au cœur de vos business, hein. Alors, un exemple rigolo, c'était la boîte Ashley Madison qui vendait la confidentialité pour des adultères. Son business model est fondé sur la confidentialité. Le jour où la base a été divulguée, c'est zéro, valorisation zéro. Après les appels d'offres, c'est vrai que c'est gênant de voir sa réponse à appel d'offres divulguée aux autres personnes qui candidatent, les plans, procédés, etc., carnet de commandes, les listings clients, et les données personnelles d'ailleurs. C'est très à la mode, mais ça fait partie aussi des choses à tenir compte. Après, la perte d'intégrité, on n'y pense pas toujours, mais les destructions de données sensibles, de logiciels ou autres, le fait de réduire à zéro des mois de travail qui sont dans un répertoire projet, c'est un peu ennuyeux. Tout comme fonctionnement, les logiciels, on altère la performance ou le fonctionnement des logiciels, donc ça peut aller de l'ennui au chômage technique. Et en fait, la perte de disponibilité, alors là, si vous mettez à disposition, si vous faites du SaaS et que votre serveur est inaccessible, c'est des pertes sèches, quoi. Donc la disponibilité aussi importante. Alors, origine des menaces, avant c'était mieux, c'était plus simple, mais c'était avant. Avant, c'était l'attaquant externe, donc le mauvais type. On le représente maintenant avec un hoodie, et puis généralement, il loue un studio glauque dans un sous-sol et n'a que ses ordinateurs comme ami. En fait, c'est un cliché, il est faux. Il n'a pas forcément de lien avec l'activité de l'entreprise, hein. Les motifs sont divers, ça peut être de l'amusement, ça peut être aller à la pêche, hein, par opportunisme. On trouve un endroit qui est un peu moins sécurisé qu'un autre, tant mieux, on s'y installe, on y est bien. Malveillance, enfin, nombreux divers. Et puis il y avait l'attaquant interne, alors lui qui était plus retors, d'autres motifs, mais souvent c'était en lien avec l'activité, puis soit je veux partir avec les secrets de l'entreprise pour les vendre ailleurs, soit il y a un conflit de personnes, soit il y a des intérêts. Bon, c'était pas forcément... c'était de ce ordre-là. Et après, quand on va externaliser, on trouve autre chose. C'est-à-dire qu'au milieu, il y a des gens qui sont à l'extérieur, mais un peu en interne, c'est-à-dire tous les sous-traitants. Donc eux, leurs motifs sont divers, mais concrètement, un employé d'un sous-traitant peut saccager votre site web parce qu'il n'est pas content de son patron que vous avez embauché. Donc là, on va se retrouver dans une zone grise où là, ça va être un peu plus compliqué de faire la typologie de la menace, de savoir qui en veut à votre SI et pour quelle raison. Et après, voilà. Et en plus, c'est d'autant plus difficile que les personnes qu'on voit, alors les profils sont divers, variés. J'ai fait cette slide avant, on trouve tout, de la fiction, de la réalité. Vous replacerez les noms sur les visages. Il y a même une campagne de recrutement pour la DGSE, donc, qui explique que télécom, cryptologie, c'est pour déplomber les communications, puis lire ce qu'on n'a pas à lire. Donc la menace peut être gouvernementale. Par contre, elle peut être de tout ordre. Donc là, on va reconnaître, il y a du Clearstream, il y a du Snowden, il y a la série Mister Robot, et chacun a son petit motif ou sa petite histoire pour divulguer des données. Ça va de l'idéologie à compromettre au conflit d'intérêts, à la promotion sociale, pour être le meilleur, pour avoir la place de DG. Enfin, on trouve un peu de tout. Et aussi bien chez soi que chez le sous-traitant qu'à l'extérieur. Donc les failles et vulnérabilités, c'est toujours les mêmes. On va toujours se prémunir contre les mêmes failles et vulnérabilités techniques. J'allais dire, c'est traditionnel. Donc aux techniques, c'est vulnérabilité des équipements ou des protocoles. On va toujours, on subit ce qui a été mal implémenté ou mal spécifié. Donc il faut faire quelque chose. La mauvaise configuration ou l'architecture des systèmes, là aussi. Les systèmes d'information ne sont pas construits en un jour, n'ont pas été conçus en un jour. Hein, c'est pas toujours propre. Ça s'est parfois fait par sédimentation, comme on a pu. Le Shadow IT, c'est pas que des employés qui, dans un coin, vont mettre un poste plus performant. C'est aussi ce qu'on a oublié depuis des années et qui traîne. Et cette mystérieuse prise RJ45, si on la débranche, plus rien ne marche, mais on ne sait pas où elle va. Donc donc on est amené à appeler un sous-traitant en général pour régler ce problème. Effectivement, il y a aussi les failles et vulnérabilités. Alors, personnel, humain, failles ou vulnérabilités, je ne sais pas trop comment le dire, mais l'humain est faillible. Il ne faut pas non plus faire reposer toute la sécurité sur lui. Le facteur humain compte, c'est aussi l'éthique personnelle. Il faut tenir compte aussi, suivant l'activité de l'entreprise,
l'idéologie peut être un moteur assez fort, beaucoup plus fort que l'argent. Et sinon, là aussi, dans les vulnérabilités, alors je l'ai mis dans failles et vulnérabilités, c'est un peu, pour rigoler, on va dire, des attaques législatives. On va pas trop rigoler, c'est que si vous externalisez vos données et qu'elles sont sous un régime juridique différent de celui de la France ou de l'Europe, bah, bon courage. Premier qui fait un recours au tribunal du Maryland et qui a gain de cause, je lui paye une caisse de champagne. Je pense que je m'avance pas trop. Mais voilà, c'est cette perte de maîtrise et finalement c'est un autre risque, un autre type. On pense souvent humain, mais on ne pense pas réglementaire et la faille ou la réglementation, boum, ça vous tombe dessus et ça peut être considéré comme une vulnérabilité si on n'y tient pas compte. Alors voilà, donc là c'est un peu ce que je disais. Et quand on va insérer dans ces failles classiques, on va insérer un sous-traitant, c'est encore pire. C'est-à-dire que les logiciels et matériels déployés, il y a bien son propre OSI, mais on va y retrouver des passerelles en infogérance, et puis ce que je disais, la flotte mobile. Donc on étend maintenant la surface vulnérable et étendue. Après, ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer, c'est qu'avant, il y a un attaquant interne qui a finalement tous les droits, un attaquant externe où lui devait être assez rompu à des techniques, techniquement ou au niveau manipulation pour arriver à retourner les personnes. Là, maintenant, on a une troisième catégorie de personnes qui ont des droits d'administration, qui ne font pas partie de l'entreprise et qui vont avoir accès à vos données. Et donc, du coup, dans cette nouvelle catégorie, on va retrouver une perte. On va perdre finalement en partie la maîtrise de ces données, enfin, en tout cas, la maîtrise technique. Voilà. Et après, les attaquants, effectivement, vont se loger partout, exploiter ça et être de niveaux divers et variés. Ça va de l'incompétence à ceux qui sont plutôt bien outillés. Alors, quand on externalise dans le cloud, j'allais dire, on voit la vie azur. Ni en noir, ni en rose, mais ça, c'était on parle de PaaS, de IaaS, de SaaS. Quand on va externaliser dans le cloud, l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir la confiance en tant que service. Finalement, on a une plateforme, on a une infrastructure, on a un service. Mais alors la plateforme as a service, là, je vois la vie en Azure. Et puis derrière les nuages, voilà ce qu'on trouve. Ah, c'est un peu plus crade. Donc à l'époque, il y avait Safe Harbor, le Privacy Shield, toutes ces réglementations américaines un peu vaporeuses, un peu gluantes. Enfin, gluant, c'est le mot. Je sais pas. En fait, j'ai jamais compris le domaine d'application concret. J'ai demandé aux juristes, ils ont expliqué ça va un peu plus loin. Donc le cadre et le texte est écrit de façon à ce qu'on tombe toujours dedans. Après, voilà. Mais après, il y a des moyens techniques. La NSA a des moyens techniques. Le GCHQ a des moyens techniques. Voilà. Donc, en fait, c'est pas, faut pas avoir la vie en noir, faut pas la voir en rose, mais faut pas la voir en azur non plus. Donc, face à tout ça, quand même, pour essayer d'avoir un peu plus de confiance dans ce qu'on va trouver à l'extérieur, dans le cloud, il y a quand même des choses qu'on peut faire ou qu'on essaie de faire. Donc, ce qu'on avait fait pour l'ANSSI en tant qu'administration, c'est un guide pour acheter des produits de sécurité et de confiance, donc qui est disponible mais qui est très orienté administration. Donc, vous n'avez peut-être pas les mêmes procédures dans le privé, c'est peut-être un peu plus rapide, mais des fois, il y a des bonnes idées dans l'achat public. Il ne faut pas hésiter à y recourir. Sinon, c'est recours aux produits et aux services qualifiés. Donc, essayer de passer à la casserole les fournisseurs pour savoir ce qu'ils peuvent proposer comme service et quels engagements de sécurité ils peuvent nous offrir, mais aussi de confiance. C'est un peu mon dada, mon job quotidien. Donc, recourir au catalogue et aux personnes que j'ai déjà torturées pour avoir confiance, c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc, les catalogues de l'ANSSI vont recouvrir des produits, mais aussi des prestataires. Donc, on a actuellement le Secnum Cloud qui gère tout ce qui est informatique en nuage et tout ce qui va être externalisation du PaaS, IaaS et SaaS. Les P10 vont arriver. C'est pour l'externalisation de la détection et tout ce qui est un SOC, donc système de supervision qui, lui, va aspirer de la donnée et pas que de la métadata. Le PRIS, parce que quand on a détecté quelque chose, faut réagir et souvent, faut bien éteindre les incendies. Donc, c'est la réponse incident. Pareil, la réponse incident, c'est un prestataire qui va arriver
sur voilà. Ça dépend de l'incident, mais des fois, c'est pas très joli. Donc, il va avoir accès à peu près toutes les données pour analyser ce qui est arrivé, faire des recommandations pour réparer les dégâts. Donc, pareil, il vaut mieux avoir confiance en lui. Et puis, nous, on aime bien l'homologation, on aime bien les audits. Donc, on a aussi labellisé les PASI, qui font une expertise SSI. Alors, un premier niveau de réponse incident quand on n'a pas les PRIS, mais aussi des audits d'homologation sur différents domaines, organisationnels, pentest et autres. Alors, le Avenir, ça c'était le PAMS, infogérance en toute confiance. En fait, c'est les prestataires d'infogérance pour s'assurer qu'ils offrent un niveau technique et un niveau de confiance suffisant. Et le PAMOI, donc on va changer de nom parce que... Voilà, il ne faudra pas retenir le nom, mais simplement, on va labelliser des prestataires en architecture. Oui, on changera le nom parce que, pour éviter la blague, qui est-ce qui a fait cette merde-là? Et l'autre dit, c'est pas moi. On l'a anticipé, hein, celle-là, mais l'idée, c'est bien, justement, d'avoir des architectes SSI qui soient compétents quand ils modèlent ou remodèlent votre système. Sinon, vous pouvez vous inspirer des procédures qu'on fait. Donc, vous pouvez télécharger les engagements de la qualification. Vous pouvez recopier le texte. Et là, on demande texto à l'industriel qui propose un service ou offre un produit de s'engager à ne pas avoir de fonctions qui divulguent d'informations, c'est-à-dire des fonctions cachées qui vont dupliquer des infos, les envoyer pour différentes fins. Là, on ne juge pas de la fin, que ça soit au gouvernement ou au service marketing, pour nous, c'est pareil, personne. Pas faire de vente liée, c'est-à-dire que les sondes qui vous disent « ouais, en fait, vous payez moins cher, mais le trafic, il est à nous et on l'utilise pour faire de la consolidation ». Nous, on demande que le fonctionnement ou l'efficacité d'un produit ne soit pas conditionné à ce qu'on peut lui donner en échange. Voilà, donc je vous laisse le lire. C'était assez rigolo et c'est assez rigolo de le faire signer à des indus. Il y a des sourires divers et variés. Sinon, il y a la réglementation autant. On peut s'en inspirer puisque la supply chain est un sujet qui a préoccupé l'OTAN. Donc là, c'est tiré d'une directive non classifiée. Je ne sais pas si je pourrais la diffuser. Alors, je me demande s'il n'y a pas forcément de... Alors, la référence, elle vient juste de sortir. Et j'ai retrouvé que le document de travail, on a travaillé. Mais grosso modo, il y a plusieurs secteurs dans lesquels on va essayer de sécuriser la supply chain. Donc à la fois, ça commence par une gouvernance, savoir ce qu'on va faire au niveau politique, durant les opérations et la fabrication, la logistique, toute la chaîne d'acheminement et de destruction, la protection de l'information qui sont liées tout autour, toutes les informations qu'on donne à la hotline en disant je suis un tel, je veux tel produit, etc. On va le retrouver. La protection physique, effectivement, du personnel, etc., des systèmes. La sécurité, le service management, c'est que la gestion du service, comment est ordonnancé, les systèmes qui ordonnancent la supply chain, comment on va gérer un incident. Et après, le 8, c'est un peu récursif. C'est cet engagement, on va l'appliquer aux sous-traitants qu'on met en œuvre dans la supply chain. Donc le 8 permet de réappliquer les 7 premiers dans la supply chain. Voilà, et puis les questions, remarques, je pense que ça arrivera après. Et je pense que je suis dans le timing. Voilà.